Dans l'actu C'est vous aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important mais souvent minimisé, le cyberharcèlement. Un fléau qui touche particulièrement les femmes, notamment sur les plateformes de streaming comme Twitch ou même sur un réseau social comme Twitter, appelé aujourd'hui X. Ce thème est particulièrement d'actualité. Ce mardi s'est tenu le procès de la streameuse Ultia, victime d'un harcèlement massif en ligne, un cyberharcèlement qui dure depuis des années. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mama Paprika et Nathalie, deux streameuses engagées qui partageront leurs expériences et leurs réflexions sur ce problème de société. Nous serons également accompagnés de Lisa Lap qui a couvert pour le média ce procès et ensemble nous allons décrypter les mécanismes de ces violences numériques, explorer les responsabilités des plateformes et réfléchir aux solutions à mettre en œuvre. Un sujet essentiel qui nous concerne tous. Bonjour Mama Paprika. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et salut Lisa, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau de l'Actu C'est vous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder justement comment cette vague de harcèlement a commencé contre Ultia. Le contexte, on est en 2021 et lors d'un The Event, un événement caritatif organisé sur la plateforme Twitch. Regardons. I'm Luffy. You are Bangkok. Yeah. So I don't care about you. Alors, what... Ouais, mais attends, j'étais presque à 170 000, c'est descendu. Tu fais péter les dons? Ouais. Mais non. Si, on fait un showcase. On fait un showcase. À 200 000, on fait un showcase. Comment ça? Bah, je mets la musique, on fait un showcase. Incroyable. Yeah. Incroyable. Yeah. Et à la fin, elle m'embrasse là et je l'embrasse. Hein. Là. En bas là. Et on est vraiment en train d'applaudir. Mais j'ai envie de vomir en fait. Mais tu sais pourquoi il a battu son record de viewers? Mais je sais même pas pourquoi ça a été dit. C'est une blague. Mais parce qu'il est avec une meuf en train de dire ouais passe sous le bureau, ouais je la soulève, je sais pas quoi. Je suis allée dire je suis allée dire justement à faites cesser parce qu'elle parle même pas français. Il y a quelque chose que tu as mal pris. Parce que j'ai vu sur Twitter, on m'a dit et tout. Moi, Andrea, je la connais depuis 2 mois et tout. C'est un délire entre moi et elle et tout. Mais c'est vrai que pour des gens qui connaissent rien du tout à ça, ça peut paraître bizarre et tout. C'est vrai que des fois, je me lâche et tout et que je devrais faire attention. Donc, je tiens à m'excuser à tous les gens qui pensent comme toi. Je suis désolé. Et en tout cas, j'espère que tu comprends mes excuses. Moi, je ne veux pas faire d'histoire avec personne. Moi, ce que je veux dire, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parfois les choses dans le privé, ça doit pas partir dans le public comme ça. Donc on a vu l'extrait qui a entraîné donc une vague de harcèlement contre Ultia. Et hier donc s'est tenu un procès. Lisa, est-ce que tu peux justement nous résumer un peu les faits? En l'occurrence, ça part de là, mais qu'est-ce qui s'est passé, les arguments présentés lors de ce procès? Justement, tu l'as dit, ça part vraiment de cet événement où à la base, Ultia l'a dit, ça aurait dû se terminer là. Inox s'est excusé, donc ça aurait dû se terminer là. Et en fait, après, il y a eu des vagues et des vagues. Enfin, aujourd'hui, en 2025, elle reçoit encore des messages quotidiens, des menaces de mort, des menaces de viol, par vague. Et le président de l'audience lui demandera à un moment donné, pourtant c'est positif, à ce moment-là, vous avez été porte-parole d'une cause qui est normalement positive. Et Ultia a répondu, je suis défenseuse de rien, je suis féministe et pour l'égalité homme-femme. J'ai juste dénoncé factuellement une situation qui aurait dû choquer tout le monde. Et depuis, donc on le disait, ça fait plus de 3 ans qu'Ultia se prend à répétition des vagues de harcèlement, des menaces, du sexisme, une vague particulièrement violente en raison de son genre, évidemment. Et la streameuse, pendant l'audience, a confié les conséquences personnelles, psychologiques, mais aussi professionnelles. Et c'est ça qui m'a un peu frappée, c'est qu'elle subit une sorte de double peine, une forme de marginalisation. Depuis, elle est peut-être moins invitée dans des événements, alors que c'est une des plus grosses streameuses françaises. C'est un peu la personne qui dérange, qui clive, alors qu'en fait, elle a juste dénoncé une scène. Et donc, à la barre, les accusés, à la base, il y en avait 4. Même s'il y a énormément de monde, il y avait plus de 700 personnes concernées dans les captures d'écran, mais après, au fil des enquêtes, etc., 4 personnes se sont retrouvées à la barre, une n'est pas venue. Il y avait 2 jeunes et un quarantenaire avec problèmes psychologiques, déjà condamnés pour harcèlement sexuel en ligne. À un moment donné, il s'est emporté après plusieurs heures d'audience, ses parents criaient stop, il est malade, et il est sorti après une scène quand même violente.
Et en fait, ce plus âgé, là, ce quarantenaire, en fait, il comprenait pas pourquoi il était là. Il disait, moi, je l'ai pas menacé de mort, j'ai juste envoyé des messages à caractère sexuel, hein, clairement. Ouais. Mais voilà, il comprenait pas pourquoi il était là. Et ensuite, les deux jeunes vingtenaires qui étaient là, eux, ils ont proféré des menaces de viol, des menaces de crime et de mort. Ils se sont excusés. Il y en a un qui a dit qu'il avait très honte, l'autre s'est excusé. Mais ils disent que sur le coup, en fait, ils se rendaient pas compte qu'ils participaient à une énorme vague de harcèlement, qu'ils se rendaient pas compte de tout ce que ça pouvait avoir comme conséquence, en fait. Donc voilà, il y avait un peu une minimisation quand même de qu'est-ce que c'est d'envoyer va te faire violer à quelqu'un. Et il y a le fait aussi que dans ces deux témoignages des jeunes, là, on entendait l'influence d'un streamer, on en reparlera, mais en tout cas, c'est ce qui était commun dans les deux témoignages, c'est que, ah oui, j'ai été influencé par une vague, j'ai été influencé par un certain streamer qui se foutait de sa gueule et tout, pour le dire crûment. Donc il y a tout ça aussi, on a senti vraiment qu'il y avait le milieu du stream qui était vraiment... qui participait à ça en fait et qui encourageait ça. Donc il y a après ça c'est le compte rendu de l'audience. Évidemment on va reparler de chacun de ces éléments là. Mais voilà un petit peu ce qu'on a retenu de l'audience. Évidemment Ultia qui était très forte mais qui a dit voilà je suis fatiguée, j'ai juste envie que ça s'arrête. En fait elle se rend même, enfin elle a dit je sais même pas comment on va s'en sortir en fait parce que je suis au bout de quelque chose là. Justement Lisa, on va écouter Ultia. Tu l'as interviewée avec André Manivit, donc je propose de l'écouter à la sortie d'audience. Je ne savais plus quoi faire. En fait, les mois passaient et les insultes continuaient, les menaces continuaient et je me sentais juste... Je ne savais plus quoi faire en fait. Donc je me suis dit que porter plainte, ça pourrait être une issue. Est-ce que vous avez l'impression qu'on minimise un peu trop la haine en ligne, la haine sexiste notamment ? Oui, je pense, et on l'a bien vu aujourd'hui, quasiment tous les prévenus minimisaient beaucoup leurs propos. On a tendance à se dire... C'est sûr qu'une fois dans la salle, quand on dit en fait, vous lui avez dit... J'espère que tu vas te faire violer. Et dit comme ça, c'est sûr que ça paraît très cru. Et lu à travers un message, on se dit que c'est pas si pire. Vous avez confié aussi subir des conséquences psychologiques personnelles, mais aussi professionnelles. Vous avez été un peu marginalisé de par cette position ce jour-là, puis ensuite par cette vague de harcèlement. C'est un peu une double peine. Oui, en fait, c'est ça. C'est exactement une double peine. Parce qu'en gros... Déjà, je ne peux pas prouver l'absence, je ne peux pas exactement expliquer le pourquoi du comment je n'ai pas été conviée ici ou est-ce que je peux dire, voilà, je n'ai pas eu cette opportunité professionnelle, je ne le saurai probablement jamais. Donc ça, c'est ce que j'ai dit aussi ce jour. Au-delà de ça, oui, je trouve que c'est une double peine parce qu'il y a même des personnes qui voudraient volontairement m'écarter pour que je n'ai pas à subir ce harcèlement qui va être provoqué par leur communauté. Sauf qu'en fait, j'ai rien demandé, donc je suis harcelée et au-delà de ça, on m'évince de certains projets, quoi. Et au niveau des réquisitions de la procureure, du coup, elle a requis 12 mois de sursis pour 3 d'entre eux, les plus jeunes, avec interdiction de contact et un stage de sensibilisation aux réseaux sociaux et à la haine en ligne. Et pour le plus vieux, avec celui qui avait des problèmes psychologiques, la procureure a requis 7 mois de sursis avec une probation de 2 ans, une interdiction de contact et une obligation de soins. Et le verdict sera connu Le délibéré, c'est le 12 février. 12 février, parfait. Mama Paprika et Nathalie, pourquoi ce procès est-il si important dans la lutte contre le cyberharcèlement ? Pourquoi finalement, aujourd'hui, même nous, on en parle et que beaucoup de gens, ça a été beaucoup repris dans la presse. On va commencer par toi, Mama Paprika. Pourquoi c'est si important, ce procès ? Il est si important parce que c'est la concrétisation véritable de l'importance que peut avoir le cyberharcèlement au niveau de la justice. Aujourd'hui, Ultia l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est beaucoup trop minimisé parce que les gens n'en voient qu'un message, sauf qu'il a un véritable impact. Et aujourd'hui, on se dit juste, on en a parlé notamment du fait qu'il n'avait pas été représenté par des avocats, pour vous dire encore une fois à quel point c'est vraiment mis par-dessus la jambe, c'est absolument pas pris au sérieux. Et pourquoi c'est important, c'est ça, c'est vraiment montrer le sérieux du cyberharcèlement. Plus, il y a Ultia, elle a vraiment mangé depuis des années, ça fait 4 ans maintenant quand même que ça se fait. Et surtout, c'est pour montrer que le cyberharcèlement, il a une réalité. Ça ne va pas aller juste au-delà d'un tweet et basta. Il faut vraiment montrer qu'il y a une importance et qu'il y a un impact derrière. Le fait qu'il y ait des réquisitoires qui ont été mis en place, c'est important. Ça montre que ce que vous faites, c'est déjà un mal. Mais après ça, en fait, le fait que ça soit mal, c'est su. Ah oui, d'accord, j'ai envoyé des menaces, tout ça, voilà. On sait que ça va avoir un impact négatif sur la personne. Mais là, le fait que ça ait une véritable représentation au niveau de la justice et surtout que ça soit montré, c'est pas du tout mis sous placard, tout ça, c'est pas du tout à huis clos. Et d'ailleurs, encore une fois, bravo à Ultia d'avoir pris la décision de le laisser au public. Mais
C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, ça montre la concrétisation que le cyberharcèlement, c'est légal et ça va amener, je l'espère, une véritable prise de conscience parce qu'on le sait très bien, il faut taper sur les doigts pour que ça soit pris en compte. Et là, j'espère vraiment que les gens vont se rendre compte qu'un message, ça peut amener au tribunal. C'est vraiment ça que j'espère. Et toi, Nathalie, justement, sur l'importance de ce procès contre le cyberharcèlement ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cyberharcèlement, il a pas commencé avec Ultia, malheureusement. Et en fait, ce qui est très important et ce qui fait que ce procès-là, moi aussi, je l'ai beaucoup attendu, c'est qu'il y a 10 ans, cette affaire serait même pas passée devant un tribunal, je pense. Parce qu'en fait, la police n'aurait même pas pris la plainte, ils auraient même pas compris de quoi on parle, parce que même là, pendant le procès, tu pourras peut-être confirmer, bon, ils étaient un peu perdus, hein. Internet, les réseaux, Twitch, Red, tout ça. Il fallait leur expliquer quand même pas mal de fois le contexte. Et donc déjà là-dessus, en fait, la justice, elle est perdue depuis un moment dans tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux, enfin juste Internet en fait. La justice, elle galère à rattraper son retard. Et ça fait que ça fait des années et des années qu'il y a du cyberharcèlement dans le plus grand des calmes et que il faut se dire qu'il y a eu des centaines de milliers, vraiment, hein, je pense, des centaines de milliers de femmes qui se sont fait harceler sur les réseaux, qui n'auront jamais justice. Et leurs harceleurs n'auront jamais de conséquences. Et aujourd'hui, c'est bon, c'était il y a 5 ans, donc tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Et du coup, ils auront vraiment jamais de conséquences. Et en fait, cette idée de on peut faire n'importe quoi sur Internet sans conséquences, c'est vraiment une idée qui est restée très longtemps dans la tête de beaucoup de gens et surtout des jeunes qui sont persuadés qu'Internet, c'est une zone de non-droit. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose qui est un peu dans la tête des gens de manière générale avec cette idée de il y a le monde réel et le monde virtuel. Et le monde virtuel, c'est pas pareil, c'est pas si grave, ça n'a pas des impacts. Et du coup, là, justement, on essaye de ramener à quel point le monde virtuel, ça a un impact sur le monde réel, c'est parce qu'en réalité, c'est la même chose, hein, c'est le même c'est un seul et unique monde. Et en fait, montrer qu'il y a un procès, c'est enfin ramener des conséquences. Mais comme on l'a vu, en fait, pour l'instant, moi, je suis quand même un peu en demi-teinte parce qu'effectivement, sur 700 profils à la base potentiels, réussir, ils en avaient tiré 11, mais en fait, ils n'ont pas réussi parce que le forum a été supprimé. Donc, ils n'ont pas réussi à sortir 11 profils supplémentaires et au final, il n'y en a que 4. Voilà, c'est vraiment pas assez pour le moment. Lisa, tu as eu justement l'avocate de Ultia, qui, elle, parle justement un peu de ce que tu disais, que c'est un problème de société plus global et qu'en finalement, on est dans un même monde et un même univers. Je propose de l'écouter, on en parle juste après. J'ai essayé d'expliquer que le monde donc des jeux vidéo, du gaming, c'était le monde de demain, c'était le monde de nos enfants et que cette jeunesse, elle est finalement formatée dans le cadre de cet univers très particulier où les jeunes prennent des modèles et ces modèles sont les streamers. Et effectivement, on a vu à l'occasion de cette affaire, c'est le fait que Ultia, elle a été finalement harcelée et menacée en ligne parce qu'elle est venue en défense pour une autre jeune femme qui avait été instrumentalisée par un streamer très connu, donc Inostag, hein, pour ne pas le citer. Et pour moi, il me semble fondamental de poser des règles et de sanctionner sévèrement tous les viewers qui ont pu la harceler. Et j'ai évoqué le fait qu'effectivement, sur Twitch notamment, il n'y a pas d'instance générale de modération. En fait, c'est chaque streamer finalement qui utilise des outils de modération. Mais il n'y a pas de supervision. Et c'est pour cela que les magistrats, que le tribunal a un rôle primordial à jouer, dans le sens où il doit sanctionner tous les internautes qui ont commis ce type d'infraction pour que ça ne se reproduise pas. On essaye finalement, en rappelant les propos qui sont quelques phrases, de dire finalement c'est pas si grave, toute la jeunesse s'exprime comme ça que sur les réseaux. Si, c'est extrêmement grave. Et en fait, la gravité, elle est prouvée, elle est évidente de par le fait que Ultia a subi et a encore aujourd'hui du mal à en parler. Elle a subi ces vagues de harcèlement et il y a 8 jours d'ITT, 8 jours d'incapacité totale de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant minimum 8 jours après qu'elle ait reçu en 2021 la première vague de harcèlement, elle ne pouvait pas faire tous les gestes de la vie quotidienne que l'on fait, vous et moi. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait pas s'habiller, elle ne pouvait pas se doucher, parce que sans arrêt, elle était en proie à de l'anxiété, à des angoisses. Elle ne pouvait pas dormir pendant 8 jours. C'est quand même colossal. Donc non, ce n'est pas rien, c'est extrêmement grave.
Donc là, l'avocate nous rappelle à quel point les conséquences de ce type d'harcèlement peuvent être terribles pour les victimes. Et est-ce que, justement, Twitch, il y a une spécificité sur Twitch par rapport à d'autres plateformes concernant le cyberharcèlement? Elle l'évoque un peu, mais j'aimerais bien votre avis à vous deux, Nathalie. En fait, elle l'a très bien. L'avocate a très bien compris le fonctionnement de Twitch. Pour le coup, effectivement, la modération sur Twitch, elle existe vaguement. La plateforme peut modérer les streamers qui travaillent pour elle, mais c'est très léger parce qu'en fait, la plateforme, c'est à la fois le bourreau, mais c'est à la fois le patron, en fait, parce que les streamers rapportent de l'argent à Twitch. Donc, ils n'ont pas intérêt à bannir à tour de bras si les gens ne respectent pas les règles. Donc, en général, on se retrouve avec des gens qui vont faire des insultes racistes, sexistes ou des menaces ou des trucs comme ça. Ils sont bannis une semaine et puis ils reviennent. Bon, en termes de punition et de dissuasion, malheureusement, c'est franchement pas très efficace. Officiellement, sur le papier, quand on est banni 3 fois, après, on peut plus jamais revenir. Bon, il y a certains streamers très problématiques qui ont été bannis des dizaines de fois, mais qui reviennent quand même parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent. Et en fait, donc ça, c'est la première modération que fait Twitch, mais elle est déjà pleine de biais. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, chaque streamer est responsable individuellement de ce qui se passe sur son chat, officiellement. Donc, si jamais on voit des propos sexistes ou racistes sur notre chat, c'est à nous de les modérer. Sauf que dans les faits, la modération d'un chat, quand il y a des milliers de personnes, c'est beaucoup de travail. En fait, il faut passer son temps à lire le chat. Et au bout d'un millier de spectateurs, les streamers ne modèrent plus leur chat eux-mêmes. Donc, ils font appel à des bénévoles. Donc, on demande à des gens de travailler gratuitement pour les streamers individuellement pour modérer leur chat. Donc, les 3/4 ont des bénévoles, mais du coup, la modération étant bénévole, elle est pleine de biais. Et surtout, si les modérateurs sont tous d'accord pour dire que la transphobie, c'est pas si grave, personne ne va l'enlever. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chaînes qui font 5 000, 10 000, 20 000 spectateurs, dans lesquels il peut y avoir des blagues transphobe sans que personne ne bronche. Mama Paprika, justement, sur cette modération sur Twitch, est-ce que c'est quelque chose, puisque je rappelle que tu fais partie d'un collectif, d'une association qui s'appelle Afro Gameuse, est-ce que c'est quelque chose, justement, desquels vous débattez, sur lequel vous essayez de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le fonctionnement de Twitch? Nous, là-dessus, par rapport à l'amélioration du fonctionnement de Twitch, déjà, c'est d'assainir sa communauté. Là-dessus, parce qu'on va vraiment être sur la protection de la personne. Ça va, en vrai, la modération pour chaque chaîne, comme tu le disais, c'est vraiment pour le bien-être de la personne avant tout. Et ça, ça va passer effectivement par des bénévoles, ça va passer également par des outils qui sont prodigués par Twitch. Il y a quand même eu un gros step-up là-dessus au niveau des outils qui sont proposés, mais on reste encore maître de ce qui se passe. Et il peut y avoir des signalements, tout ça. D'ailleurs, les derniers signalements qui ont été opérés qui ont été remontés à Twitch, on sent que derrière c'est un bot et je trouve que c'est extrêmement problématique. Mais par rapport notamment à Afro Gameuse, en fait, si ça devait être vraiment spécifique à ça, en fait, le souci, il est beaucoup plus sociétal et on revient justement sur le fait de la gestion de la communauté parce que chaque personne qui vient sur un chat, qui vient sur un live, fait partie d'une communauté, que ça soit la sienne ou que ça soit celle d'un autre streamer ou d'une autre streameuse. Et là-dessus, nous, on va tout faire pour éviter de se prendre justement des menaces, de se prendre des cyberviolences. Mais nous, actuellement, à part faire un courrier, participer à des réunions justement pour dire voici ce qu'on subit, comment vous pouvez améliorer les choses, nous, on n'a malheureusement pas les outils pour. On a nos vécus, on a nos mots, on a tous les clips, tout ça. Enfin voilà, montrer vraiment les cyberviolences qu'on subit. Pour vous donner un exemple, on a une bonne amie, streameuse, je ne la citerai pas, qui, lors d'un petit jeu en communauté qui s'appelle Gartic Phone, où en fait, tu dessines, tu fais une phrase, tu essayes de reproduire tout ça. Elle fait appel à sa communauté. Elle est en live, c'est pour un anniversaire de 6 mois. Et en fait, il y a 2 personnes qui font en principe partie de sa communauté, qui participent au jeu. Il faut savoir qu'elle, sur son écran, s'affiche la phrase un négroïde condamné à mort par pendaison. Okay. Voilà. Donc elle prend ça, c'est une violence. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'avoir des pseudos avec le N-word qui sont acceptés par Twitch? Oui. Donc en fait, nous, on peut arriver effectivement avec l'intégralité de nos vécus, de nos craintes, mais derrière, il faut absolument qu'il y ait le process qui soit mis en place du côté de Twitch. Nous, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est de protéger les personnes au maximum en leur disant « ayez des personnes de confiance dans votre modération. Si vous voyez des propos qui ne vous plaisent pas, vous êtes à 3 viewers, c'est pas grave. Passez à 2, au moins vous serez tranquille. Ouais. Et ça va surtout être cet assainissement qui va être super important. Et en fait, on voit le cas d'Ultia qui est
un phare. Vraiment, c'est tellement gros, c'est tellement énorme. On se demande encore, mais comment c'est possible? Sauf qu'aussi, la cyberviolence et le cyberharcèlement, il prend aussi des formes beaucoup moindres. Et moi, ce que j'espère, c'est que ce procès va montrer l'intégralité, finalement, des cyberviolences qui sont subies, et que les gens ne se disent pas, il n'y a que dans le cas d'Ultia qu'on peut véritablement dire que c'est du cyberharcèlement, que ce sont des cyberviolences. Et il y a vraiment cette importance d'assainir sa communauté. Et comme tu le disais, si tu laisses des propos homophobes, transphobes, racistes, sexistes, tout ce qui est de l'ordre de l'oppression des minorités, ça va être accepté, en fait, dans la communauté. Et donc, il y a ce rapport qui doit être fait d'assainissement si on n'a pas envie de se retrouver à dire on a la communauté qu'on mérite. Sur les spécificités de Twitch, moi, ce que j'ai remarqué, du coup, en tant que journaliste, c'est que le traitement médiatique pouvait laisser penser que c'est parce que c'est Internet qu'il y a de la misogynie, en fait. Parce qu'on est dans le milieu des jeux vidéo qu'il y a de la misogynie, même si, historiquement, c'est un milieu plus mec, etc. Mais en fait, ce que s'est pris Ultia, ça s'appelle un backlash, c'est-à-dire qu'elle a pris une position féministe, enfin, elle a pris une position courageuse aujourd'hui, en 2025, malheureusement. Mais je veux dire, comme elle a dit, j'ai dit quelque chose qui aurait dû choquer tout le monde. Et en fait, elle s'est pris le revers du truc, encouragée par un milieu qui n'a pas vraiment dit grand-chose, ou alors certains, qui se sont pris du coup un mini-harcèlement aussi. Donc, en fait, ce que s'est pris Ultia, c'est ce que se prennent des femmes dans le milieu du cinéma, dans le milieu du sport, dans le milieu du journalisme. Et en fait, du coup, c'est pas du tout inhérent à Internet, cette misogynie. C'est vraiment les milieux du business qui sont comme ça, mais juste la société, comme tu l'as dit. Alors oui, du coup, la société, machin. Mais c'est bien de rappeler, en fait, que c'est juste que le reflet de ce qui se passe ailleurs et dans des milieux... Parce que là, il y a aussi le truc de oui, mais c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, oui, c'est parce qu'ils passent 10 heures par jour devant leur écran. Et d'ailleurs, il y a eu la réflexion du président de l'audience. Non, en fait, des réflexes comme ça masculinistes ou des bandes organisées pour marginaliser Ultia, parce que maintenant, elle est un peu la figure de la femme féministe chiante qu'il ne faut pas approcher. Enfin, le nombre de femmes qui ont vécu ça parce qu'elles ont osé dire « coucou, faut pas être misogyne » ou ce qu'ont vécu des personnes racisées quand elles disent « faut pas être raciste ». Donc, c'est vraiment des mécanismes qu'on retrouve dans plein de milieux, quelle que soit la classe sociale. Donc, je trouve ça important de le rappeler quand même, quoi. Alors, merci de le rappeler, tu fais bien. La discussion n'est pas terminée, on va poursuivre là, dans une seconde partie où on abordera les différentes actions que vous avez pu mettre en place justement contre le cyberharcèlement. Donc, si vous nous regardez, restez bien avec nous. En attendant, je vous laisse avec un petit clip pour vous rappeler à quel point votre soutien nous est précieux si on veut continuer à proposer des émissions comme celle-ci. La situation politique est inédite, urgente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. 2 directs par jour. Une situation de crise alimentaire sans précédent. Du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le Média est aujourd'hui la seule télévision résolument de gauche, engagée et indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Le Média, c'est 25 travailleurs qui produisent de l'information au quotidien. Nous devons faire plus. Pour cela, nous devons nous développer. Développer la chaîne de télévision, développer nos programmes, notre présence sur le terrain, enquêter sur les puissants qui nous gouvernent. Le tout en libre accès. Développer cette chaîne unique dans le paysage audiovisuel français implique de faire grandir nos équipes, d'investir dans du matériel. Sans ça, pas d'émissions, pas de reportages, pas d'enquête et le champ libre pour les grands médias, Macron, Son Monde et l'extrême droitisation des débats. Menez cette bataille avec nous. Abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne TV d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la TV. Offrez-vous une alternative TV. Abonnez-vous. Le Média. Reprenez goût à l'info. De retour sur le plateau du Média, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en compagnie de Mama Paprika, Nathalie et Lisa Lapp pour revenir justement sur le procès des cyberharceleurs d'Ultia et parler du cyberharcèlement plus généralement. Tout à l'heure, on a effectivement parlé du procès en première partie et en fait,
Je suis ravi de vous avoir toutes les deux ici, car en fait, il y a des initiatives que vous avez mises en place qui permettent justement de sensibiliser sur le cyberharcèlement et de récolter éventuellement des fonds pour les associations qui luttent contre la violence faite aux femmes. Nathalie, tu as créé donc l'événement Furax avec Joule. Pourquoi avoir lancé justement cet événement il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, et quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est justement suite à du cyberharcèlement que tu as pu toi-même subir? Alors, en vrai, c'est aussi ce qu'a rapporté France TV, mais on n'a pas créé Furax parce qu'on a subi du cyberharcèlement. C'était pas l'élément déclencheur. En fait, l'élément déclencheur, c'est qu'on s'est dit, il y a beaucoup d'événements caritatifs sur Twitch, mais ils revendiquent tous d'être apolitiques. Ils revendiquent tous, oui, il faut soutenir, bien sûr, la faim dans le monde, les guerres, c'est terrible, etc. Mais en fait, ils se concentrent jamais sur des causes qui pourtant sont aussi très proches d'eux et aussi très tangibles. Et nous, du coup, on s'est dit, ça serait bien de faire un événement caritatif, mais à destination des femmes, en fait, et qui combat les discriminations. Et c'est de là qu'est parti Furax. Et effectivement, Joule et moi, on a déjà subi du cyberharcèlement. Donc, évidemment, on savait qu'il y avait plein de choses à faire avec ça. Mais l'objectif premier de Furax, c'était vraiment de dire le caritatif, c'est pas apolitique. Le caritatif, c'est littéralement la chose la plus politique qu'on peut faire, malheureusement. Et du coup, nous, on a vraiment voulu le revendiquer. On a voulu s'intéresser à une cause que beaucoup de gens mettaient de côté parce que sur le papier, tout le monde est féministe. Dans les faits, quand on regarde les actions, c'est encore très compliqué parce que, par exemple, nous, on essaye de ne pas inviter de harceleurs dans nos streamers pour le caritatif. C'est pas quelque chose d'acquis encore dans les événements caritatifs, donc c'est dommage. Mais voilà, nous, vraiment, l'objectif premier, c'était ça. C'était de s'intéresser aux droits des femmes et au final, on a élargi aux discriminations en s'associant du coup avec Afrogameuse. Et là, on se concentre aussi sur tout ce qui va être discrimination, LGBT-phobe, etc. Donc voilà, le but, c'est vraiment de s'intéresser à un peu toute forme de discrimination, mais c'est pas pour nous, pour notre vécu, qu'on a fait ça. Oui, quand tu dis que vous faites attention à qui vous invitez, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous sélectionnez, vous allez vérifier tout, c'est pas comme d'autres où c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. En fait, ça va beaucoup choquer certains streamers qui pourraient nous regarder, mais on peut faire le tri, en fait, dans les streamers qu'on invite. En fait, bizarrement, c'est pas si dur que ça à trouver. C'est quelque chose que j'avais déjà voulu pointer du doigt pour le plus grand événement caritatif de France, que je ne vais pas citer, qui, lors de sa dernière édition, avait ouvert les inscriptions à tout le monde. Et en fait, j'ai fait littéralement un thread, ça m'a pris 2 heures, et je leur ai donné une dizaine de noms de personnes qui avaient fait des choses plus ou moins graves. Certaines avaient juste utiliser le N-word quand ils étaient jeunes sur les réseaux, voilà, super. Mais d'autres avaient des bails extrêmement sérieux qui leur étaient reprochés. On avait des screenshots de leur Discord avec des images de pédopornographie, par exemple. Ou par exemple, il y en a une qui est carrément néo-nazie dans les invités, voilà, qui revendiquait ouvertement d'être néo-nazie. Donc je leur ai pointé ça en mode vous donnez de la visibilité et vous redonnez une crédibilité, parce que les événements caritatifs, c'est ça aussi, c'est donner une crédibilité à quelqu'un en mode c'est une bonne personne parce qu'il lève des fonds quand même. À ces gens-là, à des gens qui ont ça, qui leur est reproché, qui est quand même très très grave, et on peut pas savoir si c'est vrai ou faux, d'accord, mais au moins on les met de côté le temps de vérifier si on peut trouver des infos. Et ça, malheureusement, c'est vraiment pas quelque chose d'acquis, mais c'est quelque chose qui est capital à faire, et c'est pas impossible du tout. Mama Paprika, donc avec l'association Afrogameuse, vous avez co-organisé le dernier événement Furax en avril. Quelles actions en fait concrètes étaient mises en place pour justement sensibiliser ou alerter sur le cyberharcèlement ou sur les violences en ligne ? Alors, ce qui est bien déjà de manière globale sur Furax, c'est qu'on ne va pas avoir uniquement des créatrices de contenu qui vont live. Il y a un vrai moment qui est dédié pour la discussion, pour l'information aussi. Il y a des tables rondes qui sont mises en place. C'était déjà le cas pour la première année. La deuxième année, en plus, on avait l'occasion d'avoir un très joli plateau, donc c'était super cool. Et en fait, ça va être ça. Ça va être de faire intervenir des personnes qui sont invitées, des professionnels aussi, afin de mettre en lumière des informations qui, pour nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont absolument pas. Et ça va être essentiellement de cette manière-là qu'on va réussir à prodiguer de l'information, de la sensibilisation. Parce qu'après, c'est vrai que nous, pour cette deuxième édition, on avait soulevé des fonds pour l'association féministe contre le cyberharcèlement. Et il y a pas mal de gens qui nous ont remonté le fait que, ah oui, mais je ne pensais pas, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes des cyberharceleurs, mais ils ne pensaient pas qu'un message, en fait, une réponse à un tweet ou autre chose, pouvait s'inscrire dans du cyberharcèlement, parce qu'en fait, il s'ajoute à une chaîne de messages qui sont déjà ciblés vers une personne. Et donc, c'était vraiment, véritablement comme ça que Furax a été
pensé et comment ça a pu aussi se mettre en place. On a eu l'occasion aussi d'avoir les intervenantes de l'association qui passaient de stream en stream, tout ça, parce qu'on a la chance aussi d'avoir des invités avec des communautés de toute taille, et donc justement on en profite, tout ça pour diffuser de l'information au maximum. Et l'implication d'Afrogameuse dans cette coordination, il faut savoir que Afrogameuse faisait déjà partie des invités pour la première édition, mais là il y a eu cette véritable volonté, voilà, parce que c'est tout simplement transverse en fait, parce que la misogynie noire elle est réelle, tout ça, on le voit encore avec Ebony, avec la Starac. C'est pour ça en plus ce que tu disais, le fait que c'était pas juste inhérent à Twitch, à Internet, ça vraiment c'est partout justement le cyberharcèlement. Et vraiment cette volonté, c'était de concrétiser cette chose en mettant en plus là en avant le mot, le nom de l'association Afrogameuse. Mais c'est pas pour autant que cette année, c'est pas parce qu'il n'y a pas Afrogameuse dans le nom de Furax 3. Si jamais ça arrive, voilà, qu'on est en dehors du projet. Il y a Jane, qui est la présidente d'Afrogameuse, qui fait aussi partie du bureau. J'y suis aussi. Faut vraiment se dire que c'était l'opportunité de dire c'est possible. Et c'est possible de récolter des dons avec une diversité qui est si forte. Et on va encore plus aller dans cet effort-là pour la 3e édition. Et vous avez récolté du coup combien sur cette dernière édition ? 152 000 €. Ah oui, quand même. Ouais. Bravo. Tu disais, Nathalie, sur justement la responsabilité des streamers, de savoir qui ils invitent dans leurs événements. Hier, Lisa, tu étais au procès et tu as rencontré un streamer, Ponce. Et justement, qu'est-ce qu'il dit ? On va l'écouter juste après, mais est-ce que tu peux juste nous dire justement comment s'est passée cette rencontre avec lui ? Il était au procès, du coup, est-ce qu'il y avait... Enfin, je pose la question alors que peut-être elle n'a rien à voir avec ce que je me disais, mais est-ce qu'il y avait d'autres streamers garçons oui. à l'événement, au procès hier? Oui, il y avait pas mal de streamers à l'événement, à l'événement, pas du tout, au procès, à l'audience, non mais n'importe quoi. C'est un événement quand même. À l'audience. Et oui, il y avait des streamers qui venaient en soutien. Il y en a quelques-uns qui ont quand même pris la parole sur Twitch pour soutenir Ultia, dire que ça se faisait pas, etc. Ils sont pas beaucoup, mais il y en a. Qui se prennent aussi du coup des revers d'harcèlement, alors pas misogyne et dans des moindres conséquences que Ultia, mais ça reste du cyberharcèlement qui est très diffus, qui est partout. Et donc du coup, oui, en fait, ce qui s'est retrouvé dans le témoignage des accusés, surtout les deux jeunes là, c'était qu'ils venaient d'un autre streamer, qu'ils étaient sur le stream d'un autre streamer, et qu'en fait eux ils connaissaient pas du tout Ultia. C'est juste qu'ils ont entendu parler d'elle, comme quoi elle était chiante, comme quoi elle se plaignait pour rien, et du coup fallait aller la harceler. En gros, je caricature un peu, mais en fait c'est vraiment le dénominateur commun, c'est qu'ils venaient d'un stream et d'un stream qui critiquait et tournait en dérision Ultia de manière extrêmement misogyne, en fait, de dire qu'une meuf est chiante, il n'y a rien de plus misogyne que de dire qu'une meuf est chiante, en fait, juste parce qu'elle parle, en fait. Donc voilà, j'ai un peu posé cette question-là parce que Ponce est venu en soutien, du coup, pour Ultia. Et il prend pas mal la parole pour elle. Et des fois, quand il prend la parole, c'est Ultia qui se prend la vague de harcèlement. Bref, donc du coup, oui, je lui ai posé la question et je pense qu'on peut l'écouter. On va écouter. C'est indéniable, c'est-à-dire que la responsabilité est quasiment totalement sur les créateurs de contenu, parce que en fait, la réalité, c'est que tu ne vas pas aller... je me mets à la place d'un harceleur. Tu ne vas pas aller harceler quelqu'un comme ça si tu n'as pas un élément déclencheur. Si jamais tout le monde dit « tout va bien avec cette personne, laissez-la tranquille », il n'y a pas trop de raison. Ça va arriver, peut-être 1, 2, 3 messages, j'en sais rien, mais pas des centaines de milliers, certainement pas. Et en tout cas, là, on l'a entendu, c'était le dénominateur commun des personnes qui étaient accusées aujourd'hui. C'était des streamers. C'était sous l'impulsion d'un streamer qui regardait, qui disait « oh, elle fait chier, ou j'en sais rien ». Et notamment d'un streamer, oui. C'est un peu le problème, c'est que les gens, à partir du moment où ils l'ouvrent, ils vont recevoir des avis contraires, voire des insultes, etc. etc. Donc, en fait, la prise de risque, elle est dans le fait de défendre les gens. Parce que défendre les gens, c'est se mettre d'autres à dos. Ne rien dire, c'est se mettre personne à dos. Et c'est un peu ça, la réalité. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment quasiment que de la responsabilité des créateurs et créatrices de contenu de faire en sorte que tout le monde se comporte bien avec tout le monde. Le problème, c'est qu'il y en a qui le font, mais après la guerre. Et c'est facile de dire « n'harcelez pas hein ». Donc en fait, ça se passe beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de constamment réagir à ce que font les autres. Je rappelle que c'est l'humour le plus basique du monde que de rigoler des gens. En fait, c'est l'humour qu'on faisait quand on était à l'école primaire. Et on peut faire rire les gens autrement qu'en dénigrant d'autres coins. Donc en fait, pour moi, il ne vient pas dans le fait... ça ne va pas se calmer parce que des créateurs et créatrices vont dire « n'harcelez pas ». Non.
Ça va se calmer si des gens arrêtent de dénigrer d'autres personnes constamment en live, en donnant des noms ou en mettant des lives ou en faisant des réflexions, et surtout des réflexions qui durent pendant longtemps. Et du coup, c'est des mécanismes qu'on retrouve, comme je le disais, dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télé, dans le milieu du journalisme, où alors il faut être super lisse, faut pas prendre position, etc. Et je sais que Ponce, pourtant, il n'a pas de harcèlement misogyne, Ultia, c'est encore pire, mais il y a des gens qui perdent des viewers, donc de la notoriété puis des sous, parce qu'ils osent dire, faut pas être misogyne. Donc il y a quand même, et c'est la même chose qu'on retrouve dans le journalisme ou dans le cinéma, c'est dire, si tu prends une mini-position qui est encore une fois basique, tu te prends un revers, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui l'ouvrent pas, parce que il y a la carrière, il y a les copains, puis il y a le masculinisme aussi, faut quand même pas trouver trop d'excuses. Donc il y a vraiment ce truc qui est encouragé et le milieu du stream, mais c'est pas inhérent au milieu du stream. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je préfère le dire. Tu fais bien de le préciser, parce que peut-être certains pourraient croire effectivement que c'est lié qu'à Twitch et au stream, et c'est pas le cas. Mais justement, en fait, pour poursuivre tout ça, pourquoi finalement le cyberharcèlement, ou même le harcèlement plus globalement, est-il si répandu justement envers les femmes et les minorités, pour le coup, que ce soit effectivement sur Twitch, sur X ou même sur TikTok, Facebook, enfin bref, sur les réseaux sociaux en général. Pourquoi, j'ai un peu la réponse, mais j'aimerais que vous me la donniez, vous, ça vise particulièrement les femmes et les minorités? En fait, je pense qu'il faut comprendre que le cyberharcèlement, c'est... pour reprendre un petit peu ce que disait Ponce, il faut comprendre que le cyberharcèlement, c'est un ensemble de comportements, et qu'en fait, on peut lancer une vague de cyberharcèlement sur quelqu'un en disant « ne la harcelez pas », mais en fait, en antagonisant la personne et en créant une injustice. C'est-à-dire que si moi, je suis un homme adulé par plein de gens, mais que d'un coup, je fais quelque chose que tout le monde adore, tout le monde rigole, mais d'un coup, je dois arrêter de faire cette chose parce qu'une femme a dit que c'était pas bien, et là, en fait, on crée dans la tête de ces gens une injustice. Mon streamer préféré peut pas faire la chose qui me fait rigoler parce qu'une femme s'est plaint. Et en fait, à ce moment-là, on déclenche une injustice. Et donc, quand il y a injustice, les gens veulent vengeance. Et en fait, là, surtout sur les réseaux et surtout dans le contexte de communauté de fans, on a vraiment un effet de masse. Et du coup, on a une gigantesque masse qui est en mode c'est injuste, mon streamer préféré est victime d'injustice, je vais aller le défendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vagues de harcèlement qui partent. Et en fait, même si le streamer est en mode oula, n'harcelez pas, si le streamer s'est plaint pendant 20 minutes avant, oh là là, les femmes quand même, elles me cassent les couilles, regardez, à cause d'elles, je m'arrête. Je m'arrête, elle a raison, mais je m'arrête. C'est trop tard, en fait. Et pourquoi surtout les femmes, pourquoi surtout les personnes issues de minorités? Parce qu'en fait, cette sensation d'injustice, elle est extrêmement présente chez les gens qui sont pleins de privilèges et qui ne les ont pas déconstruits. Et en fait, tout ça... au-delà, entre guillemets, de la misogynie et tout ça, pourquoi Ultia, elle a pris une aussi grosse vague, alors que, comme l'a dit le président du jury, c'est ça, de l'audience, le mec là dans le procès. Mais en fait, comme il l'a très bien dit, c'est bizarre que vous ayez pris du harcèlement pour ça. C'est positif, tout le monde devrait être d'accord avec vous. Oui, mais en fait, en soulevant ça, Ultia, elle a vraiment mis le doigt sur vous êtes tous en train de rigoler d'une situation sexiste. Vous savez très bien que c'est sexiste, mais il y a toujours ce bail de oui, les droits des femmes, c'est bon, mais là ça va, on rigole, parce qu'il y a toujours un mais. Et en fait, c'est ça. Pour eux, en fait, ça a remis en cause leur droit de rire des femmes, leur droit de sexualiser les femmes, leur droit de faire des blagues sexuelles à une femme qui ne parle même pas la langue. Et pour eux, c'est un danger, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à faire ce genre de blagues, parce qu'ils comprennent pas que c'est un problème. Et en fait, du coup, il y a vraiment... on peut pas juste pointer du doigt, effectivement, en disant c'est Twitch, c'est machin. Le problème, en fait, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas de conséquences, comme on l'a dit tout à l'heure. La justice, elle est aux fraises, et même quand on arrive à les condamner, on en chope 4 sur 700. Donc, il n'y a pas assez de conséquences avec la justice. Et surtout, ils sont pas déconstruits. On leur explique pas pourquoi ils ne perdraient pas des privilèges et tout le monde en gagnerait. Et donc, effectivement, il y a cet effet de masse. Soit ils suivent leur influenceur préféré, soit ils se suivent les uns les autres. En fait, Ultia, c'est devenu un mème. Se moquer d'Ultia sur Twitter, surtout sur Twitter, c'est vraiment devenu... Il y a des gens qui se connaissent pas, ils vont raconter cette blague et ils vont créer des liens entre eux. On en est sur des mecs qui créent des liens entre eux en humiliant une femme parce qu'ils ont vu leur streamer préféré et tous leurs autres potes le faire, ou parce qu'ils ont vu, parce que les mêmes qui se moquent d'Ultia, ils ont des dizaines de milliers de likes, des dizaines de milliers d'hommes qui ne se connaissent pas, bound, et sont en mode on fait notre petite blague sur le dos d'une meuf. Voilà. Et en fait, c'est incroyable. C'est à la fois une occasion de la faire taire pour eux, pas perdre leurs privilèges, et c'est une occasion pour eux de se rassembler et de se réunir. On est dans le masculinisme le plus total. Et justement, est-ce que tu parlais de Twitter X, est-ce que, pourtant Paprika, depuis que Elon Musk est patron de la plateforme, est-ce que ça s'est
aggraver justement ce harcèlement, ce cyberharcèlement? Évidemment, parce que l'algorithme de X, j'ai même plus envie de l'appeler Twitter parce que c'est plus du tout Twitter, mais l'algorithme de X fait qu'il va nous proposer des contenus qui sont en confrontation avec nos valeurs. Et donc, le simple fait d'avoir une action sur un tweet, même si on est contre celui-ci, il va remonter dans l'algorithme dans le feed des autres personnes. Et aujourd'hui, en plus, on l'a vu sur les dernières actualités qui sont vraiment perturbantes et qui font vraiment très peur. Aujourd'hui, on peut très bien signaler un tweet, je ne sais même pas comment on dit, une publication X. Un X. Voilà, un X. Alors, on peut très bien signaler un X qui a des propos vraiment d'oppression qui sont, mais alors, clairs comme de l'eau de roche. Hein, vraiment, il ne faut pas savoir lire pour ne pas le voir, quoi. Et on va dire non, tout va bien. Et donc, si celui-ci y va, même des personnes qui le voient toujours apparaître se disent « mais c'est OK ». Parce qu'il y a ce truc quand même de l'humour, notamment. Je trouve que il y a beaucoup trop de choses qui sont passées sous le joug de l'humour. Il faut savoir que les minorités sont les muses de l'humour aujourd'hui, parce que le nombre de personnes qui vont vous dire je suis un personnage, c'est de l'humour, c'est toi qui n'as pas le même humour que moi, ça c'est catastrophique. Et Elon Musk, il a cette mentalité-là, de se dire on peut tout dire, on peut rire de tout, et notamment des gens, sauf qu'il y a vraiment une différence parce que on peut s'envoyer des cacahuètes, tout ça, enfin voilà, des petites crottes de nez, sauf qu'il y a une différence entre rire des gens, uniquement des gens, et de rire des gens avec eux. C'est complètement différent et on va souvent vous dire ah oui, mais si ça avait été une personne concernée qui l'aurait dit, ça aurait été drôle, tout ça. Pas sûr du tout. Et en fait, ce prisme vraiment du masculinisme, de l'incel qui est mis en place, il est vraiment renforcé par les comportements qui ont été évoqués par Ponce, qui ont été évoqués par Ultia. Et moi, je suis à peu près persuadée que les personnes qui se reconnaîtront par rapport à leur communauté, certains streamers vont présenter des excuses. Franchement, déjà, ça serait un step-up incroyable. J'y crois pas. Mais, alors vraiment. Mais ça va se composer de différents éléments. Alors, ça va être des excuses très plates. Ça va être « je m'excuse ». C'est tout. Il n'y aura absolument aucune remise en question. Désolée si tu l'as mal pris. Exactement. C'est ce qu'Inox a dit d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Désolée si tu l'as mal pris. C'est vrai que c'est vraiment littéralement la phrase qu'on entend le plus d'ailleurs. Ça va être le ton de l'humour et ça va être le fait qu'il n'y ait pas de responsabilité de sa communauté. C'est-à-dire qu'on va dire, et Ponce le dit d'ailleurs, c'est pas un ou deux messages qui ont été envoyés sous l'influence d'une même personne. C'est des centaines de milliers. Et en fait, cette personne va dire « je suis pas vos darons ». Et t'es quand même la personne qui est probablement dans l'univers de ses viewers d'une part quand même assez importante. C'est des rendez-vous quand même. C'est très ironique venant de quelqu'un qui s'appelle influenceur. Voilà, c'est influenceur, il n'y a pas que le mot sœur. Il y a un autre mot. C'est typiquement ce qu'expliquait Ultia à Inox de manière très pédago en plus ce jour-là en disant il y a des trucs que tu dis dans ta sphère privée et il y a des trucs que tu dis dans ta sphère publique où tu as des centaines de milliers de jeunes qui te regardent ou même de personnes. Il y a tout ce principe de responsabilité qui est ôté en fait dans ce genre de moments et après encore une fois, c'est important de le dire, mais d'être encouragé. C'est-à-dire que tu as le droit de lancer une vague de centaines de milliers de messages et d'être invité dans un énorme événement le lendemain où c'est un peu la graine de Twitch intouchable. Et c'est la même chose que dans le cinéma ou dans la télé. Si tu as le droit de dénoncer le harcèlement quand c'est quelqu'un de pas très connu ou quelqu'un de racisé, etc., ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu touches aux pontes, là, c'est toi qui saoule, quoi. Vas-y, juste, je trouve que tu as mis le doigt sur un autre truc aussi qui est super important à prendre en compte, c'est que les algorithmes aujourd'hui, sur tous les réseaux, en fait, ils privilégient le conflit. Et c'est super important à prendre en compte aussi on pourrait se dire, c'est bizarre, on voit de plus en plus de vagues de harcèlement. Oui, c'est encouragé, parce que le fait est qu'une vague de harcèlement, c'est des dizaines de milliers de personnes qui vont envoyer des messages, donc il va y avoir de la visibilité. Derrière, si tu fais une vidéo pour parler de ce qui se passe, c'est des dizaines de milliers de viewers. Il y a certains streamers qui ensuite, maintenant, là, sont invités dans des très gros événements caritatifs
négatif après avoir bien participé au cyberharcèlement d'Ultia, ça leur a rapporté de la thune monumentale de faire ça. Parce qu'ils ont, en fait, ce que malheureusement les gens appellent des dramas, ce qui n'a rien à voir avec des dramas. Là, on est sur des crimes. Mais eux, ils appellent ça des dramas. En fait, c'est un peu leur nouvelle émission de télé-réalité. C'est oh là là, regardez, c'est des gens, ils se battent, c'est nul et tout. Mais en fait, au-delà déjà, ça dédramatise complètement des crimes, encore une fois. Et vraiment, genre, c'est maintenant dans nos algorithmes, c'est vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on va te montrer des trucs qui t'énervent exprès parce que le but, c'est que tu réagisses, c'est que t'en parles, c'est que tu t'énerves. Et pareil, sur YouTube, pourquoi les fake news sont autant mis en avant, pourquoi les contenus haineux sont autant mis en avant, strictement pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui sont convaincus qui regardent et il y a ceux qui aiment pas du tout, qui regardent aussi pour dire mais ça va pas du tout. Et en fait, c'est un peu un combat perdu d'avance parce qu'en fait, le capitalisme est extrêmement compatible avec le cyberharcèlement parce que ça crée de l'engagement, ça crée de l'argent. Derrière, plus les gens vont en parler, plus l'histoire va continuer longtemps. Le fait que le cyberharcèlement d'Ultia continue, ça rapporte encore de la thune à des gens derrière. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que X, il est très content quand il y a 17 000 likes sur un tweet, pour peu que le mec qui fait ça ait le X bleu, la petite coche, pastille, ouais. et ben il s'est fait de la gigatune avec ces 17 000 likes. Donc c'est ça aussi à prendre en considération. Il y a une responsabilité financière derrière, et c'est là où je rejoins ce que disait l'avocate d'Ultia. Si les députés se mettent pas derrière, si on met pas des lois, les réseaux ne vont pas s'arrêter d'eux-mêmes. Ils vont pas commencer à plus modérer d'eux-mêmes. C'est leur business. Donc là, le seul moyen d'arrêter ça, c'est de faire des lois qui vont limiter leurs chiffres. En fait, il faut plus que ce soit rentable. Quand le cyberharcèlement ne sera plus rentable, on en verra beaucoup moins déjà, je pense. C'est rentable pour les harceleurs et puis c'est dramatique pour les gens qui sont visés. Enfin, quand Ultia peut pas aller dans un événement sans que les commentaires ce soit Ultia trop nul, chiant, machin et tout. Elle a complètement été exclue du game, quoi. Alors que évidemment que non, parce qu'elle a une grosse communauté qui la soutient, etc. Mais je veux dire, il y a plein de petits trucs. On dirait du harcèlement au collège en fait, quand t'as un peu le bouquet. Ils ont l'âge du collège. Ouais, c'est vraiment les mêmes mécaniques et donc c'est important à pointer les conséquences que se prennent les gens et surtout ça ôte tout ce qui est humain, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette injonction faite aux femmes d'être fortes, d'être combattantes, etc. Ce qui est Ultia dans ce cas-là, qui a fait preuve de courage, mais il ne faut pas ôter toute la souffrance que les femmes ne veulent pas montrer parce que sinon victimaires et tout. Voilà, bref. Et donc du coup, toutes les conséquences psychologiques et d'anxiété, etc. Enfin, on peut même pas imaginer les conséquences personnelles que ça a pour les femmes qui sont atteintes de cyberharcèlement, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Ultia. Et juste un dernier point là-dessus, je rebondis parce que tu disais que Ultia ne pouvait pas participer à un événement sans qu'elle se prenne du cyberharcèlement. Ultia n'a pas besoin de participer à un événement. Il y a un énorme événement qui s'est passé ce week-end. Moi, j'ai vu un tweet avec des dizaines de milliers de likes qui disaient 17 000. Ultia et Ponce ne participent pas à un événement caritatif et c'était un montage de moments d'allégresse de ce week-end. Et je me dis, mais elle n'a besoin de rien faire. Elle n'a besoin d'absolument rien faire pour se prendre ce cyberharcèlement constant. Et on le rappelle que ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et constamment. Finalement, Twitch n'est pas un peu un boys club, en tout cas dans le Twitch français. Est-ce que justement, c'est pas le manque de présence féminine, qui est lié à plein de raisons, qui fait qu'en fait, tout ça perdure aussi longtemps et prenne autant de place? Est-ce que Bolloré n'est pas d'extrême droite? En plus, il y a plein de streameuses. Il y a plein de streameuses. C'est juste qu'elles sont invisibilisées. Oui, c'est la représentation est beaucoup trop importante. Et c'est minimisé. Mais en plus, c'est super intéressant quand on regarde, ne serait-ce que l'histoire de Twitch. Il y a un article absolument incroyable là-dessus de Game Industry qui avait été publié il y a quelques années, qui expliquait qu'au tout début de Twitch, les employés eux-mêmes crachaient sur les femmes. Et je veux dire, quand ça part déjà des employés, le patron de Twitch de l'époque, Emmett quelque chose, Emmett Shear, je crois, disait lui-même qu'il était prêt à avoir le KKK sur Twitch si cela respectait les règles de Twitch. Et en fait, quand tu vois de l'origine d'où on est parti, tu comprends un peu plus, parce que pendant des années, le cyberharcèlement des femmes sur Twitch n'a pas été un problème. Pendant des années, genre avant que moi j'arrive, donc je suis arrivée il y a 8 ans, donc quand même, il y a 10 ans sur Twitch, les femmes qui se faisaient harceler, elles pouvaient contacter le service et des employés de chez Twitch étaient en mode bah oui, mais regarde comment elle est habillée cette pute. Voilà, c'était ça à l'époque. Et en fait, le fait qu'à l'époque ils en aient rien eu à faire, ils n'ont pas développé des outils. Les outils qu'on a, t'as raison. Maintenant, on a des bons outils. Ils sont récents, ils ont 4 ans, les outils. Même pas. Même pas. Et ils continuent à en développer encore aujourd'hui. Parce que justement, pendant des années, les hommes à la tête de Twitch eux-mêmes en avaient rien à faire. Et donc, effectivement, tout ça, les femmes qui étaient là, du coup, à l'époque, elles ont été poussées vers la sortie. Les seuls qui sont restés, c'est les hommes. Les hommes, ils font monter d'autres hommes parce que, on va pas mettre en avant des femmes parce que les femmes, on les baise et puis c'est tout. Et puis, ils sont incapables d'avoir de l'amitié avec des femmes, de toute façon. Donc, les hommes mettent en avant leurs amis qui sont des hommes. Et une fois, quand il y a une femme, une seule
qui arrive à percer, elle se prend la JMax, elle se fait harceler. Oh, c'est chiant, à chaque fois qu'on invite une femme, il y a des problèmes, on n'invite plus de femmes. Là, ce procès, j'ai l'impression, en tout cas j'ai le sentiment, et j'aimerais que ce soit un tournant, en tout cas dans la lutte contre le cyberharcèlement. On termine, l'émission se termine, là, quel message, en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire à une jeune femme, ou même d'un jeune homme victime de cyberharcèlement, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il justement faire comme Ultia, porter plainte pour que tout ça ne reste pas impuni? C'est tellement compliqué parce qu'en plus, là, ce qu'on ne voit pas, c'est le coût financier qui est quand même impliqué. Donc, tout le monde n'a pas apporté la possibilité de pouvoir s'entourer juridiquement. Par contre, elle a la possibilité de s'entourer. Ouais, c'est aussi pour ça que Afrogameuse a été créée. Alors certes, c'est pour promouvoir la diversité dans le monde du jeu vidéo sur différents piliers, mais c'est aussi pouvoir se retrouver et de ne pas être seul, de pouvoir se confier, de dire ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, pour pouvoir relativiser la chose et simplement pouvoir parler. Et moi, c'est vraiment parce que je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Il faut vraiment que les gens soient entourés. Il y a des collectifs qui existent. Il y a Afrogameuse qui existe, il y a Streamer aussi qui existe, il y a Perso Caché qui vient d'être en plus une association qui existe aussi. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer, à en parler, parce que c'est ce que disait quand même, hein. Ultia, elle a été dans l'incapacité totale de vivre pendant plus de 8 jours. Et pourtant, je pense qu'elle est assez entourée, mais il faut vraiment s'entourer au maximum pour pouvoir tanker et poser les limites de sa propre communauté pour l'assainir au maximum. Oui, puis je pense que c'est absolument pas à moi ou même à nous de dire portez plainte, portez pas plainte. C'est vraiment une injonction qui est terrible. Le fait qu'Ultia ait réussi à le faire, c'est trop bien, mais effectivement, pour une personne comme Ultia qui a réussi à le faire, qui a effectivement réussi à mettre du temps, Ultia, ce qu'elle expliquait pendant le procès, c'est qu'elle a dû elle-même faire le dossier, réunir les 700 captures, etc. C'est un travail monstrueux. Donc oui, si vous êtes victime de cyberharcèlement et que vous avez envie de vous battre, prenez tout en screenshot, faites-les constater par un huissier. Essayez de trouver un avocat. Il y a des avocats qui prennent des cas pro bono. Il y a des associations qui peuvent vous mettre en contact avec des avocats. Mais clairement, l'avocat est indispensable si vous voulez que votre plainte aille quelque part. Parce que on a bien vu là, 700 profils, 4 au final au tribunal. Donc voilà, il faut être prêt à encaisser le fait que ça va prendre des années, le fait que ça va coûter, le fait que ça va être un travail monumental. Parce qu'il faut, en fait, la police, soit vous avez de la chance, soit pas trop. Et il faut leur mâcher extrêmement le travail. Il faut limite trouver les adresses IP soi-même, etc. C'est un travail monumental. Tout le monde ne devrait pas avoir à le faire déjà. Mais du coup, voilà, si jamais vous avez envie de vous battre, il y a des moyens de le faire. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a des moyens de le faire. Ça sera chronophage, mais ça peut bien se finir. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous battre, il n'y a pas de souci. Effectivement, s'entourer, rejoindre des associations, c'est super. Sinon, jamais oublier que ce qui se passe sur les réseaux, même si c'est absolument terrible à prendre, etc., alors des fois ça peut avoir une influence en mode les gens peuvent appeler chez nous, etc. Mais toujours se trouver en fait une zone un peu sécurisée, se rapprocher de ce qui est de nos proches, bien rester chez soi, sortir, aller voir passer du temps avec son chien, etc. Pas essayer de vouloir protéger et surveiller absolument tout ce qui se passe en se disant si je ne regarde pas le cyberharcèlement ça va être pire. Des fois accepter le fait que il faut le laisser de côté, ne plus en parler, ne pas relancer, même si on est victime de commentaires extrêmement injurieux et injustes, se dire très bien je les laisse. Ils vont faire leur truc et avec un peu de chance, ça va passer. Malheureusement, c'est une injonction qu'on fait souvent aux femmes de faire ça marche pas toujours. Donc, il n'y a pas une solution toute faite, mais clairement, je pense que la vraie réponse, c'est pas porter plainte, porter pas plainte. La vraie réponse, si vous êtes victime de cyberharcèlement, c'est que la priorité, c'est trouver un moyen de vous faire aller mieux. Il y a plein de façons d'aller mieux. Ça peut être effectivement passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Ça peut être décider de se battre, décider de porter ça en procès. Mais le plus important, en tout cas, dans ce cas-là, c'est soi et c'est de s'en sortir. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Mama Paprika pour cette discussion et j'espère qu'elle sera éclairée nombreux de nos spectateurs. Merci beaucoup Lisa pour ce retour de terrain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est Vous. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas mais qui fait en sorte que l'on puisse programmer cette émission tous les jours. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Donc si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46.